12 octobre 2017. Thomas, 15 ans, sort de chez lui pour acheter un paquet de cookies à la supérette de la station essence. Sa mère lui a donné un petit billet. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais cette fois, il ne reviendra jamais. La police émet des avis de recherche, mais rien. Une affaire classée de plus. Jusqu'à ce que je déménage en ville, précisément chez les parents de l'ado disparu. Des parents qui sont partis le cœur brisé ailleurs pour tenter de refaire leur vie. Bien entendu, l'agent s'est bien gardé de me parler de cette affaire, que j'ai découverte à mon insu. Trop tard. Chaque maison a ses secrets, et je n'avais pas pensé à demander. Je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas les réseaux sociaux et Internet en général. Pour moi, c'est la porte ouverte sur toute la cruauté et la bêtise du monde. Mais c'est bien sur YouTube que j'ai vu les images de la caméra de surveillance qui a filmé le jeune Thomas. Voici les faits tels qu'ils se sont produits chronologiquement. Je vais tout vous raconter en détail. Partie 1. La disparition du gosse. Je suis dans mon lit, la lumière de la lune filtre un peu à travers les rideaux. Il y a des caisses ça et là que je n'ai pas pris le temps de déballer. Un petit vent frais entre à travers la fenêtre entr'ouverte et fait danser gentiment les rideaux. Je sens le sommeil me gagner, mais un poids dans la poitrine m'empêche de me laisser aller complètement. Je sens une présence. On m'observe, je rouvre les yeux péniblement. Le déménagement a été épuisant et je vois quelque chose dans le coin de la pièce en face, entre les cartons. J'ouvre complètement les yeux et là, je vois que ça bouge. La luminosité n'est pas assez forte pour distinguer ce que c'est. Mais je ressens encore mes poils se dresser quand j'écris ces lignes. Nul doute, il y a quelqu'un ou quelque chose tapi dans le coin. Je n'ose pas bouger ni parler. La silhouette est noire, relativement statique. Je serre ma couette contre moi. Mon cœur fait tant de bruit que je n'entends plus les trains de marchandises au loin qui passent jusque tard dans la nuit. La silhouette bouge un peu plus, puis disparaît. Je me secoue, allume la lampe de chevet en vitesse et constate qu'il n'y a rien que des cartons entassés en face de moi. Cette nuit-là, je m'endors au bout de la nuit, la lampe allumée. Le lendemain matin, je me fais un bon café. J'ai la tête dans les vapes. Je me dis que j'ai halluciné à cause de la fatigue, ce qui est bien possible. Cette expérience troublante fait écho à une période de ma vie où je souffrais de paralysie du sommeil. Je ne souhaite ça à personne. C'est comme se réveiller dans son propre corps, certes, mais votre corps est devenu une prison. Mes yeux s'ouvrent, je vois ma chambre d'avant, la lumière du réverbère qui passe à travers les rideaux. Tout semble normal, sauf que je ne peux pas bouger. Ni mes bras, ni mes jambes, pas même ma bouche. Et c'est là que ça commence. Une présence, quelqu'un ou quelque chose est là, dans le coin de la pièce. Je le sens plus que je ne le vois. Mais c'est réel, pesant, terrifiant. Mon cœur bat à toute vitesse, mais mon corps reste figé, cloué au lit. Ouais, c'est ça, la paralysie du sommeil. Une conscience éveillée, coincée dans un corps endormi qui ne répond pas. Et l'impression qu'un cauchemar est en train de se produire, alors que vous êtes éveillé mais que vous ne pouvez rien faire. Bizarrement, cette paralysie annule un peu l'expérience d'hier. Je me dis que c'est une rechute, que ce sont mes sens qui me jouent des tours, que j'ai eu une hallucination. Le déménagement a été fatigant, car j'ai conduit 12 heures seul, après avoir chargé les cartons, des objets divers, des petits meubles. Et avant, il y a eu l'héritage à régler, l'embrouille avec mon frère, qui est une pince de premier ordre. Bref, c'est une autre histoire. Donc là, je suis là à prendre mon café, j'ouvre la baie vitrée et je marche pieds nus dans l'herbe grasse et un peu mouillée par la rosée. Ça fait du bien. J'entends le train non loin. La maison a son charme, et ce bruit de fond en fait partie pour moi. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire, ça me berce.
La maison a été vendue au rabais, entre autres pour ça. Mais j'avais mes doutes. Peut-être qu'il y avait une autre raison à ce prix au rabais. Je n'ai découvert le pourquoi que plus tard. Ça faisait plus d'1 an que la maison était en vente, mais j'ai conclu l'affaire. « Bonjour !» me dit une voix sur ma droite. « Vous êtes le nouveau propriétaire ?»« Oui, bonjour. Michael Dew, enchanté. »« Appelez-moi Rob. Robert, c'est mon nom, mais je préfère Rob. Bienvenue dans le voisinage. »« Merci beaucoup. La première nuit a été difficile. »« J'imagine. » Quand il dit cela, je suis perplexe. Pourquoi dit-il qu'il imagine ? Vous avez une sacrée paire pour vous installer là. Désolé, je suis du genre à dire ce que je pense. Ça me va. Mais que voulez-vous dire ? Je me rappelle à ce moment-là qu'il hésite et que j'ai senti mon pouce emballé. Je vais tâcher de reproduire fidèlement notre échange. Me dites pas qu'il y a un défaut dans la maison que je n'ai pas vu. Non, non, qu'il me dit. C'est juste à cause du jeune Tom. Thomas Elport, mais je l'appelais Tom. Il a disparu il y a 2 ans. On l'a plus jamais revu. Son père a fait une dépression. Il a même perdu son job et les parents ont fini par déménager parce que ça devenait insupportable, les pauvres. Et puis, il paraît qu'il y a des choses bizarres qui sont survenues, des poltergeists. Je me rappelle avoir beaucoup parlé à la mère et j'ai moi-même vu les lumières s'allumer en pleine nuit, sans raison. Des bruits aussi. Ouf, dans la cuisine. Mon voisin Rob est du genre à tout déballer. Ce genre de gars qui vous en raconte trop sur eux-mêmes, la ville, ses gossips. Mais je préfère ces types à ceux qui ne disent rien. Ouais, je suis en train de vous retourner le cerveau. Si vous voulez, je vous invite à boire une bière et on en parle tranquillement. Ça doit faire bizarre d'entendre ça. Je pensais que l'agence vous en avait touché un mot. Eh bien non. Vous buvez de l'alcool à 8 heures du matin ? La bière, c'est à toute heure chez moi. Mais j'ai aussi de l'eau et du jus d'orange. J'hésite. Me dit que je ne sais pas si j'ai envie de savoir. Mais trop tard. Je suis de nature curieuse. Je ne sais pas vous, mais moi, très curieuse. Surtout si ça concerne mon foyer. Je ne suis pas du genre à croire aux histoires de fantômes, mais la présence que j'ai ressentie la nuit dernière a été troublante. Et naturellement, je fais le rapprochement avec cette histoire sordide et la silhouette que j'ai vue ou cru voir. Peut-être que Tom m'a rendu visite, ou son esprit. Mais pour l'heure, je suis surtout curieux et déjà en colère de ne pas avoir eu vent de l'histoire avant de signer. J'ai déjà le discours incendiaire que je vais livrer à la fille de l'agence. Elle était mignonne, mais soudain beaucoup moins. « Va pour un jus d'orange », que je dis. Je vous suis reconnaissant de me mettre au courant. « Oh, y a pas de quoi, entre voisins c'est bien normal. Venez, je vais tout vous dire. » Il fait quelques mètres pour ouvrir la clôture qui sépare nos jardins. J'enfile des pantoufles, laissées exprès sur la véranda, puis je le rejoins. Je me rappelle des marches blanches sur son perron. Comment elles ont craqué. Ça m'a fait frissonner. Mais une fois dedans, c'est plutôt accueillant. Décoration de marin avec des nœuds encadrés et accrochés au mur. Des commodes en bois. Vous naviguez ? Oui, c'est un de mes passe-temps. Quand j'en ai marre de la ville, je prends la voiture et je vais chercher ma petite embarcation. Je suis un marin d'eau douce. Le lac, ça me suffit. Parfois, je prends une nuit à l'hôtel du lac. Oh, là-bas aussi, on entend de drôles d'histoires. Asseyez-vous, je vais vous chercher à boire. Je l'entends ouvrir le frigo dans la cuisine, les bouteilles qui s'entrechoquent, le glou-glou-glou du jus dans le verre. L'atmosphère est un peu lourde, électrique. Par la fenêtre, je vois le chemin de fer et la station-service. Qu'est-ce qu'on voit là-bas, derrière la station-service ? Au-delà du terrain vague, c'est l'hôpital abandonné. Les jeunes y vont boire et fumer des pétards. Ou faire de l'urbex, ou je ne sais trop comment on dit. Des expéditions nocturnes. Et il n'y a pas un garde de nuit qui fait sa ronde ?
Si, le vieux au fine. Mais il est seul et il va rarement par là-bas. Ça lui fout la frousse. J'en avais discuté avec lui. D'ailleurs, c'est là que se sont concentrées les premières recherches, quand le petit homme a disparu. On a fait des battues, nous autres. J'ai passé 3 jours à chercher. J'en pouvais plus. Ah, cet hôpital me fout la gerbe. C'est un ancien asile. Et savoir la souffrance qui loge encore dans ces murs. Vous avez trouvé des indices à l'époque? Rien. À part la vidéo de surveillance, bien sûr. Quelle vidéo? Ah oui, attendez. Je vais vous montrer. Il prend son smartphone, le déverrouille maladroitement, puis dit: Ma petite fille qui me l'a offert. Enfin, sa mère plutôt. Elle m'a installé YouTube. Attendez voir si je trouve la vidéo. Et là, voilà, tenez. Il me tend l'appareil. En titre, on peut lire Dernière image de Thomas Elport, l'ado disparu en 2017 à Nécalois. Je mets en plein écran et je regarde le cœur haletant. On peut voir l'une des caméras de la station-service filmer l'ado. Il se dirige d'un pas décidé, mais s'arrête en pleine course, puis se retourne. Il hésite, veut poursuivre, mais il renonce à entrer et prend une toute autre direction. Après quoi, on ne voit plus que les pompes à essence, la lumière de l'entrée et un peu la vitrine. La Magali qui tient la boutique et la station-service, elle a dit qu'elle l'avait vu. Elle l'a salué, mais il n'a pas répondu. Elle s'est penchée à la fenêtre pour voir, mais elle n'a pas vu grand-chose. Tom s'est éloigné. Elle a eu le bon sens de prévenir sa mère quand même, mais sa mère a attendu avant de prévenir la police. Vous savez, Tom était un bon garçon. Pas social, ça oui, à cause de sa timidité, mais très gentil. Je fronce les sourcils. J'ai le regard sérieux, presque sévère. Je déglutis et lui rends le smartphone. Il y a un silence. Je respecte 7 minutes de silence. Le vieux Rob a l'air triste. Une larme vient même se loger au creux de son œil. Il l'essuie d'un revers de manche. Pauvre gosse. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Et ses parents, ça me brise le cœur. Aucun parent devrait vivre ça. Je ne crois pas qu'ils feront leur deuil. J'espère juste qu'ils referont un peu leur vie. J'ai des questions à vous poser. Allez-y. La police n'a rien trouvé? Non, rien. Si vous voulez mon avis, le chef, monsieur Fartek, c'est un bel enfoiré. Il a vite classé l'affaire. Trop vite, selon moi. Au 4e jour de recherche, ils ont cessé de chercher. Ils ont dit que c'était une affaire classée, que d'autres affaires attendaient. Ce type, je l'aime pas, il est louche. Il n'est pas démonstratif. Par ici, les gens se connaissent. On sait quand il y a un truc louche, vous comprenez? De la même manière que vous saurez quand je serai pas dans mon assiette, ou que je ferai un truc bizarre. On s'observe tous. Et les parents, vous avez encore des contacts avec eux? Non, ils n'ont pas écrit. Quand je les ai salués le jour du départ, je savais que je ne les reverrais pas. C'est trop de mauvais souvenirs ici. Leur seule chance de renaître, c'est de couper court avec cet endroit maudit et ses habitants. Et vous n'avez pas pensé à déménager vous-même? Ça me fait rire ce que vous dites ça, parce que... je pourrais vous demander la même chose. Non, ça fait 50 ans que je vis là. J'ai pris racine. Je mourrai dans cette maison ou sur mon petit bateau. Et je rejoindrai Teresa, ma femme. Est-ce que vous avez autre chose à me dire sur cette affaire? Je vois que votre curiosité est à son climax. C'est bien normal, vu que vous habitez la maison de cette famille détruite. Eh bien, je pourrais vous parler de Tom. Je sais que des gosses de son école le harcelaient. Parce que Tom était une sorte de nerd. Un type qui se mélange pas, qui vous regarde pas dans les yeux. Mais je crois que Tom a su se défendre. Enfin presque. Son père en a chopé un une fois.
Le père de l'autre gosse en est venu aux mains, mais ça s'est calmé après ça. Mais je ne sais pas ce qui a pu attirer l'attention de Tom ce soir-là. C'était pas le genre à désobéir à sa mère. Il avait déjà fait ça, acheter un paquet de cookies et revenir direct à la maison. Mais à cet âge, les choses changent. On découvre les filles, on se cherche, on veut se faire des amis. On fait des choses débiles pour se prouver qu'on vaut quelque chose. Alors, peut-être qu'un autre gosse l'a appelé et qu'il l'a suivi. Je ne sais pas. Ça reste un mystère. Je bois mon jus d'orange en silence. Je suis si accaparé par l'enquête déjà que j'en oublie l'ombre dans la chambre l'autre nuit. Je ne pense même pas à aller voir la fille de l'agence pour lui dire ces 4 vérités, comme je le voulais auparavant. Je sais que je dois mener mon enquête. Je me lève, tends ma main et dis « Merci beaucoup, Rob. C'est adorable de votre part. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à côté. On se prend une bière très bientôt. » Il me raccompagne jusqu'à la porte. Je fais craquer les marches en bois. Je vais chez moi, regarde le toast que je me suis préparé. Des tomates cerises et du concombre sur un lit d'houmous. Mais j'ai l'estomac crispé. Et je me souviens être resté là, à regarder le seul cadre que j'ai accroché. On m'y voit, enfant, peut-être 12 ans, embrasser ma mère sur la joue avec un sourire d'oreille à oreille. C'était mon anniversaire. Elle m'avait offert un vélo, la liberté, l'aventure. Ma mère a l'air si heureuse sur cette photo. J'aimais ma mère. Et je suppose que Madame Elporte aimait tout autant son enfant. Depuis ma conversation avec Rob, ma vie a changé. J'ai mis une veste légère et je suis sorti. J'ai contourné la maison. Devant moi, une ruelle sinueuse, jonchée de mauvaises herbes qui transpercent le bitume. Un chemin de fer au bout, qu'on traverse sans effort car il n'y a pas de clôture. Je le traverse. Il y a une petite route où quelques voitures passent furtivement et la station essence où certaines voitures s'arrêtent faire un plein. La femme replète aux boucles blondes me regarde par la fenêtre de la boutique. Je lève la main en guise de salut amical et je vais vers elle. J'entre dans la boutique, paquet de chips accrochés, pile de journaux, un frigo avec des sandwichs dedans, des magazines pour adultes. Je pose un regard hagard sur les objets. « Vous êtes le nouveau ?» qu'elle me dit. « Rob m'a annoncé votre arrivée. »« Oui, bonjour. Michael Dew. Les nouvelles vont vite par ici. »« Oh oui. Si vous avez un secret, je vous conseille de n'en parler à personne. » Je n'ai rien à cacher. Elle me regarde avec un petit sourire narquois. « Tout le monde a quelque chose à cacher. »« Oui, c'est possible. »« Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?»« Je vais prendre ces chewing-gums et je peux vous poser 1 ou 2 questions. » À propos du jeune Tom ? Oui. J'aime pas trop en parler. Oui, je comprends. Elle prend les chewing-gums, me les tend et encaisse mon billet. J'ai déjà tout raconté à la police et à peu près 400 fois à tout le monde. Même les étrangers de passage me demandent parfois ce qu'il s'est passé. Et je dis toujours la même chose. Je n'ai rien vu. J'ai juste vu Tom changer d'idée, s'éloigner et disparaître de ma vue. Si vous voulez mon avis, il est allé avec d'autres gosses au terrain vague ou à l'hôpital. Vous parlez de l'hôpital abandonné ? Oui, les gosses y vont se faire des frayeurs. Il paraît que Tom était du genre timide, voire asocial. Qu'est-ce qui a pu le faire changer d'idée selon vous ? Oh, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Il venait toujours m'acheter ses cookies, puis il repartait illico chez sa mère. Il n'aimait pas traîner. La seule chose qui me vient, c'est cette fille, Judith. Une fois, elle est venue avec ses parents en journée. Lui aussi, il était là avec son père. Il ne savait plus où se mettre, tellement il en était amoureux. Il vous l'a dit ?
Non, pardieu. Parler à Tom, c'était parler à un champignon ou à un arbre. Mais ce sont des choses qu'on voit. Donc, je me dis que peut-être que c'est cette fille qui était là ce soir-là et qui l'a suivi. Vous me suivez? Plus ou moins. Vous voulez dire que cette Judith l'a appelé ce soir-là et qu'il est allé vers elle. C'est bien ça? Ce n'est qu'une hypothèse. Mais ça se tient. Parce que, à part elle, je ne vois pas Thomas ou Tom s'approcher d'un étranger ou même d'un camarade de classe. Beaucoup le harcelaient. Et cette Judith, elle est comment? Oh, comme les filles de son âge. Elle a déjà bien grandi. Oh, elle aime plaire. Elle pavane un peu. Elle traîne avec son groupe. Je l'ai déjà vu fumer et boire dans le terrain vague, juste derrière. Mais c'est pas une méchante fille. Et la police l'a interrogée. Je suppose. À mon avis, c'est une des premières à avoir été interrogée. Mais j'en sais trop rien, en fait. Vous menez une enquête, inspecteur Dew? je... C'est parce que je vis chez eux maintenant, donc forcément ça m'intéresse. Mais c'est tout. Bah moi, je crois que vous allez vous attirer des problèmes. Les flics ici, ils aiment pas trop les curieux. Faites attention. À ce moment-là, je reste de marbre. Je prends un chewing-gum machinalement, puis je le mets dans ma bouche. La police a quelque chose à cacher? Que je dis d'un coup. Ah, à cacher, qu'il dit? Disons que le shérif est du genre à pas y aller par 4 chemins. Il est territorial. Il aime pas trop les étrangers. Si vous rouvrez une enquête qu'il a classée, je suis à peu près sûr qu'il va vous en faire baver. Je vois. Donc c'est une mauvaise idée que j'aille le voir. Pour parler de l'affaire? Vous êtes dingue. C'est la plus mauvaise idée que vous aurez eue ce jour. N'y pensez même pas. Il ne vous répondra pas. Un client entre et fait sonner la petite cloche. Je la remercie d'un hochement de tête et je m'en vais. Je m'éloigne, me retourne. La voilà déjà en train de colporter notre conversation. Je sais déjà que le shérif en question va pas tarder à entendre parler de moi. 2 jours plus tard, j'ai à peu près terminé de tout déballer. Je n'ai pas revu la silhouette au bord du lit. Ce n'était donc qu'une hallucination. Un flic est venu me mettre une contravention. Ça, c'était pas une hallucination. Je lui ai dit que je cherchais un garage et qu'il pourrait faire une exception, qu'il pourrait être sympa. D'autant qu'il n'a aligné personne d'autre dans la rue. Mais il n'a rien voulu savoir, et j'ai la désagréable sensation, pour ne pas dire la certitude, que c'est fait exprès. L'un des gars du shérif. Mais bon, le flic est dans son droit. Je ne suis pas censé garer ma voiture là, même si tout le monde fait ça, à commencer par Rob, mon voisin. Je travaille un peu, mais j'ai la tête ailleurs. Je bois un énième café et je vais en promenade le long du chemin de fer. C'est morne, comme peut l'être un polygone, et je vais jusqu'au centre-ville. J'entre chez Wooster. Ils font des cinnamon rolls et des cafés immondes. Je m'assois au comptoir et, peu après, devinez qui rentre? Le shérif. Il s'assoit non loin, commande une bière, qu'il enfile sans rien dire, puis finalement il dit « Vous êtes Michael Dew ?»« Oui, bonsoir. »« Bienvenue. » Je serre la main qu'il me tend. Elle est robuste, sèche, fripée. « Marie !» qu'il lance à la serveuse. « C'est pour moi. » Il relève un peu son chapeau pour me saluer et ressort. Au volant de sa voiture, son assistant. Je les regarde s'éloigner sur la route. Puis je porte à nouveau mon regard sur mon cinnamon roll que je n'arrive pas à finir. Je relève un peu les yeux. Marie essuie un verre machinalement et me regarde droit dans les yeux, un sourire au coin des lèvres. Je baisse les yeux, gêné. « Il vous a pas à la bonne.
qu'elle dit. Vous devriez faire attention. Elle va reposer son verre et en prendre un autre à essuyer. Je ne me laisse pas intimider et je dis « Je suis la brebis galeuse, c'est ça ? Je suppose que si je vous invite à dîner, je vais me prendre un refus. » Elle a un moment d'absence, surprise. Puis elle sourit et se retourne. Je la vois qui me regarde dans la glace. Je sais que je lui plais bien. Moi aussi, elle me plaît bien. Mais elle m'a dit « Tenez-vous bien. Vous allez m'attirer des ennuis. » Là, j'étais déconcerté. Je n'ai rien ajouté, et je suis parti. Il disait donc vrai. C'était sérieux, cette histoire de shérif. Cette fille, Marie, préférait renoncer à un rencard avec moi, parce que d'une manière que j'entrevois encore mal à ce stade, elle serait moins à la bonne avec le shérif. Ou parce qu'il lui demanderait peut-être des infos sur moi, de mes pieds, ou je ne sais quoi. Mon imagination commence à s'emballer. Ce que je sais avec certitude, c'est que le shérif veut pas qu'on s'intéresse à cette disparition. Peut-être qu'il a quelque chose à cacher. Je trouve ça naturellement suspect et bien entendu, ça ne fait qu'exacerber ma curiosité déjà intenable. Je rentre un peu énervé chez moi. Il fait presque nuit. Je jette un œil sur l'hôpital désaffecté sur ma gauche. Une fois, 2 fois. À la 6e fois, je me décide à y aller. Je traverse le terrain vague. Des touffes d'herbe, de la boue, des canettes de bière, des cadavres de bouteilles, des préservatifs usagés, quelques seringues et des habits. Même une machine à laver. Quand je vois tout ça, je me dis que l'humanité est un échec cosmique. Désolé, mais qui laisse une machine à laver dans un terrain vague ? Bon sang. J'arrive au bout de cet interminable terrain vague. L'enceinte qui entoure l'hôpital fait la tête. Elle plie tellement, en certains endroits, qu'elle touche presque le sol. Il y a des trous dans le grillage. Je passe aisément. Quiconque veut passer le pourrait. Ce qui devait être autrefois des parterres de fleurs ne sont plus que des talus touffus et informes. Un petit vent vient caresser les herbes. Je me fige devant l'édifice aux murs délabrés et noircis. Il y a une immense tristesse en ces lieux, mais aussi quelque chose d'effrayant. Je me demande où on a mis les patients qui résidaient là. Enlever un hôpital psychiatrique, c'est comme abattre un arbre, ou une forêt même. C'est un crime contre le bien-être. Je regarde ça et là pour m'assurer que je suis seul. Il commence à faire nuit. Seules quelques lampadaires éclairent au loin, la lune dans le ciel dégagé. Je vais jusqu'à la porte d'entrée, dont la moitié n'existe plus. L'autre battant est encore sur ses gonds, mais pas pour longtemps. Je passe une tête. Je vois un bout de couloir, puis le noir complet. Je tressaille. Je prends mon téléphone pour éclairer un peu, et je fais un pas en avant. Je marche sur du verre. Je me fige. L'écho se répercute gentiment dans toutes les directions. Je regarde dans l'encadrure de la porte sur ma droite. Ça donne sur une salle de séjour, des fauteuils, là et ici, des graffitis au mur, un baril pour faire du feu. Ça sent le cramé. Je continue dans le hall d'entrée. En face, un grand escalier. Sur la gauche, un petit bureau, sans doute l'accueil. J'entends un bruit à l'étage. Je crois que c'est un pigeon. Il doit y avoir des rats aussi. Tout l'édifice est en train de s'écrouler. Ça craque sous le vent. En fait, c'est pas une bonne idée. Ça pourrait s'effondrer. Mais ça, j'y pense après. Pas sur l'instant. Sur le moment, je me souviens avoir eu une intuition terrible.
Il s'est passé quelque chose de grave entre ces murs. Partie 2. Ce que j'ai découvert. Un courant d'air vient balayer des journaux et des feuilles sur les marches supérieures de l'escalier. Je regarde par réflexe derrière moi et un peu partout. Puis je vais vers la première marche. Le sol est jonché d'objets. Mon téléphone envoie un petit faisceau de lumière relativement rassurant. J'ai pas mal de batterie. L'escalier se divise en deux. En face, sur le mur, un grand tableau vandalisé. Des graffitis recouvrent l'essentiel. On a dessiné des émojis sur ce qui devait être les portraits d'un médecin et de son équipe. Mettez ce tableau dans un autre contexte, par exemple un musée, et vous obtenez quelque chose de cher. Dans tous les cas, la version initiale et ce graffiti sont des croûtes. J'ai toujours été scandalisé par l'art qu'on nous sert ici et là. Je prends à gauche et je pousse de temps à autre les objets au sol. Il y a un micro-ondes sur l'une des marches. Si ça continue, je vais découvrir tout un kit électroménager en ces lieux. J'arrive à l'étage, c'est là que ça devient angoissant. Je ne saurais pas l'expliquer, peut-être à cause des fenêtres trouées qui sont comme des orbites vides, ou le bruit du vent dans les interstices, ou simplement l'énergie qui y règne. Je dirais de la tristesse et la peur. Je crois que ceux qui ont vécu là, je devrais dire ceux qui se sont retrouvés enfermés là, vivaient dans une peur constante. Mais qui ne vit pas dans la peur parmi les saints d'esprit? Un bruit me fait sursauter. Du mouvement dans l'une des salles, au bout du couloir. Je fronce les sourcils et observe. Je vois un pigeon sortir d'une des salles adjacentes, puis il prend son envol et sort par l'une des encadrures, sans fenêtre. Il y a un autre étage, mais je vais inspecter d'abord celui-là. J'avance tout en gardant mes distances avec chaque porte latérale. Les petites salles, que je suppose être des cellules individuelles, sont plongées dans le noir. Il n'y a pas de fenêtre. Je fais un pas vers la première et éclaire l'intérieur. Une banquette sur la droite, un lavabo décapité, un rat de la taille d'un petit chat qui couine et se rue au dehors. Je fais un pas en arrière, saute, le perds de vue, pousse moi-même un petit cri. J'ai cru qu'il m'attaquait. Mais il descend déjà les escaliers. Je l'éclaire un moment, puis il disparaît de ma vue. Je pointe mon téléphone vers le couloir et je continue mon inspection. Les salles sont identiques, de part et d'autre du couloir. J'espère que les pauvres âmes avaient le droit de sortir quelquefois. Je suppose qu'ils avaient droit à un tour dans le jardin. Oh, certains devaient être agressifs et dangereux. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a plus une seule porte. Elles ont toutes été sorties de leur gonds. Quelqu'un les a pris pour les revendre peut-être. C'est étrange car il reste des portes ailleurs, par exemple celle de l'entrée, du moins la moitié. J'ai appris dans les enquêtes que je regardais sur YouTube que chaque détail compte. Quand j'arrive au bout du couloir, je passe une tête. J'y vois le jardin, la clôture défoncée et au-delà le terrain vague. Et la petite station-service de Magali. Vu d'ici, je me demande ce qui m'a pris de déménager dans un trou pareil. Un trou à rats, si je puis me permettre. Mystère, c'était peut-être le destin. J'entends un bruit à l'étage que je n'identifie pas. Je me retourne. Mon cœur s'emballe. Il faut que j'aille voir, mais je reste un moment à écouter et observer. Mon téléphone envoie assez de lumière, mais la lumière tremble. Je tremble un peu. Je fais le chemin inverse, tout en regardant de temps en temps dans les pièces. Faudrait pas qu'un patient oublié et mi-zombie se jette sur moi. Dans ces moments, l'esprit vous joue des tours. Vous imaginez le pire.
Je monte les marches qui mènent au dernier étage. J'y vais presque au ralenti. J'entends encore ce bruit. Cette fois, je crois qu'il s'agit d'un écho, peut-être dans les murs, le long d'une canalisation. C'est mon impression du moins. À l'étage, je trouve ce qui fait penser à une salle de jeu ou de séjour. Il y a des fauteuils, des tables, quelques chaises encore sur pied. Le toit est incliné. Et les recoins sombres. La lumière de mon téléphone ne porte pas assez loin. Je suis obligé d'avancer pour mieux voir. J'y vais, mais je ne vois rien que de la poussière. Des objets divers, un baby-foot renversé. Je me fige à la vue d'un matelas. Y a-t-il quelqu'un qui vit ici? Ou qui y dort parfois? Un vagabond? Je n'ai décelé personne. Je reste un moment là. Puis je me décide à rentrer. Je n'ai rien trouvé et il me faudra revenir. Car cet endroit doit avoir des soubassements, une cave peut-être. J'aimerais aussi le voir de jour, avec moins de fatigue et un œil frais. Je redescends jusqu'au rez-de-chaussée et je crois entendre une voiture. Mais je n'en suis pas sûr. Je presse le pas. À peine ai-je passé le seuil de l'entrée qu'une voix m'interpelle. Une voix que j'aurais aimé ne plus jamais entendre. « Michael Dew, restez où vous êtes. Les mains en l'air. Bien en l'air qu'on les voit. » Je pivote un peu et vois une voiture de police stationnée, phare et gyrophare allumés. Je ne vois pas bien leur visage, mais j'ai reconnu la voix du shérif. J'obéis, leur fais face, lève bien haut les mains. Je me rappelle qu'en 2014, 2 mecs qui faisaient de l'urbex avaient été arrêtés à Buffalo, je crois, New York, après être entrés dans un ancien hôpital psychiatrique. Ils avaient été accusés d'incursion ou d'intrusion dans un endroit sans autorisation. Un acte criminel selon la loi. Et ils avaient écopé d'amende, plus l'interdiction d'approcher les lieux. J'essaye de chasser cette idée de ma tête. J'ai envie de dire quelque chose, mais le shérif avance, une main sur son arme, et dit d'un ton pas sympathique. « Mon petit doigt m'a dit qu'on se reverrait bientôt. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais sûr que vous viendrez ici. Je suis obligé de vous arrêter. Et je suis sûr que vous savez pourquoi. » Il arrive à ma hauteur, et je vois enfin son visage. Il a un sourire en coin, il se remet les baloches en place. Il est trop content de m'avoir pris sur le vif, en train d'explorer un hôpital abandonné et dangereux. Je risque d'avoir des problèmes, que je lui dis en souriant. Ah, je suis sûr que par ici on est dans l'entraide et la bienveillance, shérif. Je n'aurais pas dû venir, c'est vrai, vous avez raison. Je vous présente mes excuses. Ça ne se reproduira pas. Bien tenté, petit con. Mais c'est pas comme ça qu'on fait ici. Il prend ma main droite, toujours en l'air, la ramène dans mon dos violemment, puis il fait de même avec l'autre. Oh, il me fait un peu mal, et il me menotte. Pas la peine d'être violent, shérif. Je coopère. Faudrait pas que ça s'envenime tout ça. Je me rappelle exactement de ce que j'ai dit et de comment je l'ai dit. Et il est vrai que j'étais un peu insolent et sarcastique. Je déteste ce genre d'autorité. Leurs zèle débiles, les abus que je vois tous les jours dans notre pays. Je repense à une sale histoire du reste, que j'ai entendue il y a quelques années. Un jeune type qui travaillait dans les assurances et qui s'était perdu sur la route. Il avait fini par trouver une petite ville fort étrange. Il paraît qu'il est resté prisonnier 1 an là-bas, à cause du shérif, qui faisait la loi, et d'une drogue qu'il consommait, la Rimoli, je crois. Certains pensent qu'il s'agissait d'une fake news.
Oh, il est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de cette histoire aux infos. Je peux vous coller une plainte pour intrusion, monsieur Dew. Une amende aussi, de 1000 $ ou plus. Vous n'êtes sûrement pas récidiviste et vous n'avez pas de casier. Donc pas de prison, a priori. Encore que je pourrais expliquer au juge le danger que vous nous faites courir en venant ici. Il me pousse vers la voiture. L'autre flic a une main sur son arme. Je croise son regard, mâchoire serrée. Ça n'a pas l'air d'être une lumière. Je détourne la tête et fais profil bas. On m'ouvre la porte, on pousse ma tête vers le bas. Me voilà menotté à l'arrière d'une voiture de police. Pas vraiment ce que j'avais imaginé pour mes premiers jours à Creepy Town. J'ai envie de leur dire simplement que je veux savoir et que j'ai l'impression qu'ils cachent quelque chose. Mais personne ne dit rien jusqu'au bureau du shérif. Sur le parking, 2 autres voitures de flics. Un mec à l'entrée lit un magazine de baseball en mâchant un chewing-gum bruyamment. « Les pieds, Derrick, » dit le shérif. « La prochaine fois, je te les coupe. » L'homme enlève ses pieds du petit bureau. Il me regarde passer sans la moindre expression d'étonnement. L'autre nous laisse et je me retrouve seul avec le shérif. Il m'enlève les menottes et me pousse à l'intérieur de la cellule de garde à vue. « Je peux espérer sortir bientôt, shérif ?» Pas de réponse. Pas même un regard. Il s'éloigne dans le couloir et disparaît dans ce que je suppose être son bureau. Je regarde la cellule. Il n'y a qu'une petite couverture sur un banc en béton. Rien d'autre, pas même une petite fenêtre. Je m'assois et me dis que j'ai fait une connerie. Mais quelque chose en moi pense l'inverse. Il faudra que je retourne dans ce lieu désaffecté. Le simple fait qu'il m'ait cueilli là-bas est étrange, non ? Ils ont dû me suivre, m'observer. À moins qu'ils aient fait une ronde et que ce soit un coup de malchance. Mais je pense que ce n'est pas un hasard. Ils ont attendu que j'entre pour pouvoir me prendre sur le fait. Me coller un casier judiciaire, quelque chose. D'abord la prune de l'autre jour, et maintenant ça. Si ça continue, ça va mal finir cette histoire. J'attends longtemps. Et vient un moment où ils éteignent les lumières. Je ne cherche pas à protester. Oh, j'ai passé l'âge. Je m'allonge sur ce matelas confortable de béton sec et je commence à piquer du nez. Je suis hyper fatigué. Je rêvasse et m'endors dans la minute. « Debout, monsieur Dew », dit la voix enchanteresse du shérif. « Vous pouvez partir. » Les lumières du couloir ne sont toujours pas allumées, mais je perçois qu'il fait jour. Bonne surprise, il me tend une tasse de café à travers les barreaux. Je me relève, j'ai les cheveux en bataille, je sens mes muscles faire mal comme si j'avais bu toute la nuit ou que j'avais couru un marathon. J'ai l'épaule droite un peu endormie. Je m'approche et prends sa tasse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de faire de l'humour. Alors, je dis cette phrase bête. Normalement, le serveur me demande si je veux du lait ou juste un café noir. Il ne réagit pas. Alors, j'ajoute, « Vous n'auriez pas mis un laxatif ou quelconque poison là-dedans, shérif ?» Arrêtez, monsieur Dew. Vous n'êtes pas en position de faire le mariole. Vous vous en sortez bien pour cette fois. Interdiction d'approcher l'hôpital en ruine, c'est dangereux. Et vous ne pouvez pas non plus aller à la station essence, ou même vous promener sur le terrain vague. C'est compris? Je bois une gorgée de café, bruyamment, tout en le regardant fixement. J'ai envie de lui mettre ma main dans la gueule. Je ne sais pas pourquoi, ce type a réveillé quelque chose en moi. Je suis devenu un homme rangé et raisonnable.
Mais dans ma jeunesse, j'étais une vraie tête brûlée et assez enclin à la castagne. Il ouvre la grille et ajoute : « Je vous évite la prison, monsieur Dew. Derrick à l'accueil vous indiquera le montant de l'amende. Vous avez 24 heures pour payer en cash. Soyez reconnaissant. Je ne suis pas toujours comme ça. J'ai envie de vous laisser une chance de vous intégrer. Saisissez-la. » Je passe devant lui, me retourne et lui plaque la tasse de café contre le torse. « Merci, shérif. Votre café est... c'est pire que chez Wooster. » Je m'éloigne d'un pas nonchalant et je vais voir Derrick. Il me tend un papier sur lequel je vois le joli montant de 1500 $. Je lève les yeux au ciel. Mon déménagement m'avait déjà coûté bonbon. Je me retourne vers le shérif. Il a le pouce droit dans sa ceinture, la tasse de café dans la gauche. Il lève la tasse comme pour porter un toast. Et il disparaît dans son bureau. « Si je peux vous donner un conseil, » dit Derrick, « soyez content et arrêtez de faire le con. Le shérif sait se montrer sympa. » Je regarde le type qui n'a pas l'air méchant. Et je lui souris par politesse. Il n'a pas vraiment fini sa phrase. Alors, je vais le faire pour lui. Le shérif sait se montrer sympa avec ceux qui la ferment et qui font ce qu'il veut. Voilà ce que Derrick aurait dû dire. Parlons franc. Quelques jours plus tard. J'attends devant l'établissement. La cloche vient de retentir. Il fait un peu plus frais, ça fait du bien. Je suis adossé contre une Camaro verte. Je préfère les Mustangs, mais je ne dirai pas non à une Camaro. Des parents attendent devant la grille. Il y a foule. Les gosses ne doivent plus en avoir pour longtemps, bientôt les vacances. Je me suis débrouillé pour trouver une photo de la fille sur le site internet de la high school. Il n'y a qu'un seul lycée dans cette petite ville. Et la photo avait l'air récente. Je me rapproche, car déjà un amas compact de gosses sort précipitamment. Et heureusement, ils ne peuvent que passer par cette grille. Je pousse quelques parents, je me prends des regards obliques, mais je suis bien placé pour voir, par-dessus l'épaule d'une petite dame. Elle se retourne et me dit : « Oh, vous pourriez arrêter de pousser ? Ça me gêne que vous soyez collé comme ça. » Désolé, madame, ce n'est pas du tout mon intention. Je ne veux pas perdre de vue ma fille. Je recule un peu, marche sur les talons du type derrière moi. Il grogne. Je rougis, mais je me concentre sur les gosses qui sortent. Certains ont défait leur lanière au maximum pour que le sac à dos recouvre leur postérieur, mais au prix de se faire mal au dos. Des années plus tard, quand la confiance grandira, ils n'en auront rien à faire. Grandir, c'est entre autres en n'avoir plus rien à faire, mais en avoir suffisamment à faire pour respecter la loi. Je la vois, j'en suis presque sûr. Elle marche le regard dans le vide, seule, les bras croisés, comme pour se protéger ou se consoler. Elle a l'air tellement triste. On la salue en passant, mais aucun élève ne s'arrête pour lui faire de la compagnie, sauf un jeune type et son pote qui essayent de la draguer. Elle lève les yeux au ciel, lui dit quelque chose, il ricane et bat en retraite. Puis de loin, il lui dit qu'il l'aime. Je veux l'interpeller, mais quelque chose me retient. Alors je la laisse sortir. Elle se fraye un chemin dans la masse, s'éloigne. Je la perds un moment de vue, puis la revois au loin, le long du trottoir. Elle marche le long d'un grillage où du lierre pousse. Je presse le pas. Un parent me jette un regard désapprobateur parce qu'il ne me connaît pas. Peut-être qu'il pense que je suis un pervers. Je lui souris et lui fais un geste de la main. « Judith !» que je dis à 1 mètre derrière elle. « Judith, s'il te plaît, attends. » Elle se retourne, me jauge des pieds à la tête. « Je m'appelle Michael Dew.
Je suis nouveau en ville, j'ai emménagé chez les Helport. Dès qu'elle entend le nom Helport, elle fait volte-face et presse le pas. « Je n'ai rien à vous dire à ce sujet, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis malade aussi. Je n'ai pas la force de parler. Je veux juste te poser quelques questions. Je peux t'inviter à prendre un coca si tu veux. »« Ah, j'ai mes règles. Et ça me fait un mal de chien. Laissez-moi tranquille ou je préviens la police. » « Non, ce n'est pas nécessaire, je les connais bien. » Elle s'arrête et me regarde droit dans les yeux. « Vous êtes qui, au fait ?»« Michael Dew. J'enquête sur la disparition du jeune Thomas. Je veux juste qu'on discute, comme entre deux amis. Je t'invite à prendre un verre. » Il y a un malaise. Elle regarde ici et là, croise le regard de parents, leur sourit par politesse. Je ne suis pas un pervers, que je dis. Je suis juste curieux parce que j'habite leur maison à présent. Le shérif m'a arrêté pour avoir été dans l'hôpital en ruine. Je commence à lui raconter ma vie. Parce que j'ai compris que quand vous vous dévoilez un peu, les gens sont plus enclins à vous parler d'eux-mêmes. Bon, ça ne marche pas toujours. « Tout va bien, Judith ?» dit un homme depuis son pick-up. « Un problème ?» Elle paraît réfléchir. Le type a de grosses rébanes. Il porte la moustache et une casquette rouge délavée. Son gosse de 13 ou 14 ans avance le buste pour me regarder. « Non, tout va bien, Tyler. C'est un ami de la famille. »« Bonjour, monsieur, » que j'ajoute. « Michael Dew. » Il relève un peu sa casquette, nous observe encore 1 ou 2 secondes, puis s'en va lentement au volant de son pick-up. « Allons parler au bar. » Je la suis. Nous traversons la rue. Un autre pick-up klaxonne pour la saluer. J'ai l'impression que de toutes parts, on nous observe. C'est compliqué de faire quelque chose dans cette ville sans que tout le monde, ou presque, soit au courant. Elle ouvre la porte, fébrilement. La clochette sonne. La serveuse nous suit du regard et on s'installe sur une banquette dans le fond. Le genre de banquette où on ne voit que le haut du crâne. Les banquettes ici sont roses et blanches. La serveuse prend la commande, un coca et un cappuccino. Quand je lui demande un cappuccino, elle bug. Je lui explique ce que c'est et elle me dit « Ok, va pour un café au lait. » Je renonce. Judith se ronge un peu les ongles. Elle a mal à cause de ses règles. Je sens qu'elle a envie d'expédier la conversation, mais elle a aussi envie de se confier. Sinon, elle ne serait pas devant moi. « J'apprécie beaucoup ton courage, » que je dis. J'imagine que c'est pas agréable d'en parler. Mais je crois que cette affaire est louche. Et je pense que tu as des choses à raconter, je me trompe? Elle jette un regard sur sa gauche. La serveuse nous apporte la commande. Je lui souris, la regarde s'éloigner, pose un regard sur le cappuccino et me fige devant la chose blanche qui flotte en surface. Puis je lève les yeux au ciel. Ça fait sourire Judith. Elle est à 2 doigts de ricaner. C'est une très jolie fille, avec un décolleté généreux. Oh, les filles peuvent bien faire ce qui leur chante. Le mec qui dit que c'est vulgaire a un problème avec lui-même, pas avec les femmes. Personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit quand je portais un marcel plongeant et qu'on voyait mon torse velu et même un bout de téton. Faut arrêter nos bêtises. Désolé, je suis un peu nerveux à l'heure où j'écris, pour des raisons que vous comprenez déjà, mais aussi pour ce qui vient maintenant. C'est pour ça que je fais des petites digressions. Si je vous dis ce qui s'est passé, vous promettez de rien dire. Je la regarde droit dans les yeux. Elle a le regard humide, elle est triste, elle sait quelque chose, mais elle s'est tue. Je porte le café à ma bouche, grimace, plisse un œil, ça détend un peu l'atmosphère. Je n'ai aucun intérêt à parler, que je lui dis. Je me suis déjà attiré les fureurs du shérif. Je veux juste savoir, c'est tout.
Elle hésite. J'aurais peut-être pas dû mentionner le shérif. Elle regarde ça et là. Elle ne veut pas qu'on nous entende. Alors, elle vient s'asseoir à côté de moi. Je me retourne, croise le regard de la serveuse qui doit déjà penser que je suis un pervers qui traîne avec des mineurs. Bref. C'était pas mon idée, murmure Judith. Moi, je penche la tête vers elle pour mieux entendre. Ce soir-là, on allait au terrain vague pour boire des bières. J'ai croisé Tom à la station-service, et quand il m'a vu, il s'est figé. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit qu'il pouvait nous rejoindre. J'étais un peu bourré. Je pensais pas qu'il accepterait, mais il est venu. Et quand les autres ils l'ont vu, ils ont commencé à se moquer de lui. Cameron voulait pas de lui, mais j'ai dit que ça faisait rien, qu'ils avaient qu'à être sympas pour une fois. Cameron, c'est qui? Que je lui demande. Elle marque une pause. Elle ne veut pas le dire. Elle se retourne, voit que la serveuse est occupée à servir un type au comptoir. C'est le fils du shérif. Attends, laisse-moi deviner. C'est son seul fils, et il adore son fils. Oui, il cède à ses caprices, à tous ses caprices. Cameron, c'est pas un mauvais gars, mais c'est devenu un petit con. Parce que son père est shérif, et parce qu'il lui concède tout. Cameron a dit que si Tom voulait faire partie de la bande, il devait relever un défi. Alors Tom, il disait rien. Il restait près de moi, ils ont commencé à faire un brainstorming, puis l'un d'eux a dit qu'on aille à l'hôpital. Que Tom devrait rester enfermé dans l'hôpital pour prouver son courage. Des trucs de mec, quoi. Moi, je voulais pas. Mais j'ai laissé faire parce que je pensais qu'après... je pensais qu'après ça, Tom ferait partie du groupe. Et qu'il le laisserait tranquille. Elle fait une pause et boit une gorgée de son coca avec la paille rose. Elle pose une main sur son bas-ventre à cause des douleurs. Moi, je jette un œil par la banquette. Ça va, il n'y a pas grand monde. La serveuse passe une commande en cuisine. De la fumée sort de la plancha. On fait cuire un steak, sans doute plein de stress de la bête tuée. Désolé, je vous embête avec mes parenthèses, mais ça m'aide à garder mon calme bizarrement. Ce qui suit est difficile à raconter. Du coup, on y est tous allés. On est monté à l'étage, là où il y a toutes les cellules. On était tous ivres. Même Tom a bu de la bière. Je crois que c'était la première fois pour lui parce qu'il marchait déjà un peu en zigzag. Cameron lui a montré l'une des salles. Il est rentré et Cameron a claqué la porte. Attends, il y avait des portes aux salles? Oui, la plupart des salles avaient encore des portes intactes. Enfin, abîmées, rouillées. Mais bon, les portes étaient encore là. Tom n'a pas réagi tout de suite. Ils se sont mis à rire, je trouvais pas ça drôle, moi. J'ai dit qu'on devrait le sortir de là. Mais ils n'ont pas voulu. Cameron a dit qu'on reviendrait d'ici 1 heure, sinon il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de défi. Alors ils sont partis. Et moi je suis resté par le hublot, j'ai vu que Tom s'était mis dans un coin accroupi. J'ai eu de la peine, j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle s'ouvrait pas. Je crois qu'elle s'est bloquée à cause de la rouille ou des gonds abîmés. Enfin, Cameron, il a claqué la porte super fort. Et j'ai essayé, puis j'ai abandonné. C'était impossible de l'ouvrir. J'ai dit à Tom que j'allais chercher de l'aide et que je reviendrais vite. J'ai descendu les marches en courant, je suis tombé, je me suis fait une entorse, mais j'ai tout expliqué aux autres finalement et on est parti. On a parlé en chemin. Cameron ne voulait pas prévenir son père. Avec un autre, ils y sont allés. Ils ont fait demi-tour finalement. Et puis ils sont revenus. Enfin, ils ont dit que Tom était plus là. Moi j'ai paniqué, ils m'ont dit qu'il avait dû sortir par une autre issue ou quelque chose comme ça, mais j'ai insisté pour qu'on prévienne le shérif. Et Cameron, il a fini par accepter. On est allé voir son père, et il était furieux, il était hors de lui. Il nous avait déjà surpris plusieurs fois dans le terrain vague. C'est pour ça qu'on voulait pas y retourner, on voulait rien lui dire. Il nous avait aussi défendu d'aller dans l'hôpital. Alors il a demandé à tout le monde de partir et de rien dire à personne. Il a giflé son fils devant nous.
puis il l'a embrassé. Il m'a raccompagné chez moi et il m'a promis qu'il irait chercher Tom. Elle se tait à ce stade du récit. Je la regarde, elle baisse la tête. Le regard vide, elle semble revivre la scène. Et après, Judith, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on a été informé que Tom avait disparu. Ils ont fait des recherches, des battues. On l'a plus jamais revu. Elle relève la tête. Ses yeux sont pleins de larmes. Ses lèvres tremblent un peu. Sa mâchoire se serre. Elle se met à pleurer et pose sa tête contre mon épaule. Je regarde ça et là. Par réflexe, je passe une main autour d'elle. J'ai envie de la consoler, mais je ne trouve pas les mots. Quelque chose me dit que Tom était amoureux de Judith. Magali qui me l'a dit. Et quelque chose me dit que Judith aimait bien Tom. C'est pas ta faute, que je finis par dire. Tu m'entends, Judith, c'est pas ta faute. Tu as fait ce qu'il fallait. Rob, mon voisin, me parlera un peu plus de Tom plus tard. Et, tenez-vous bien, de sa passion pour la spéléologie. Un détail qui a son importance. Je vous ai dit que les détails avaient de l'importance dans une enquête. Je le mentionne ici pour ne pas l'oublier. Il est difficile de mentionner des faits sous l'émotion. Et je sens des émotions monter en moi. Une femme entre précipitamment dans le bar. Je me retourne. Elle cherche quelqu'un du regard. La serveuse nous pointe du doigt. Elle vient à nous et dit « Ne vous approchez pas de ma fille !» Je ne fais que discuter. Michael Dew. Je me lève pour lui serrer la main et détendre un peu l'atmosphère, mais elle prend sa fille par la main. Judith lui dit que ça va, qu'on fait que discuter, mais sa mère ne veut rien savoir. La garde à vue chez le shérif vous a pas suffi, on dirait. Je soutiens son regard. Je sens de la colère chez elle, mais aussi une grande fatigue. Elle n'ajoute rien, et Judith se laisse traîner dehors. Quelle ville de Mongols, que je me dis. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On dirait presque une comédie burlesque. Je me rassois pour savourer mon cappuccino des polygones, et quand je ressors, je me sens mieux. J'ai fait retomber l'émotion. Je sais que le shérif couvre son fils. Je sais qu'il sait quelque chose. Je pense qu'il a retrouvé Tom. Qu'il ne dit pas la vérité. Et j'entrevois déjà le pire. Je prends une petite ruelle plus loin qui fait raccourci jusqu'à chez moi. Je suis dans mes pensées et je n'entends pas tout de suite la voiture de police qui vient se garer devant cette ruelle. Je me retourne. Un assistant du shérif en sort. Je me penche pour voir qui conduit. Je ne suis pas très sûr. Je crois que c'est le shérif. Monsieur Dew? Lui-même? La mère de Judith vient de nous dire ce qui s'est passé. Ah oui, elle est en colère. Ne vous approchez plus de sa fille. Je vais pour rétorquer, m'expliquer. Mais il me met un coup de matraque dans le bas-ventre. Je plie, émets un petit gémissement et me retrouve à genoux, prêt à vomir. Oh, je m'y attendais pas, celle-là. Faites-vous discret désormais. Et il crache sur le côté. Moi, je vois un peu flou, j'entends ses talonnettes s'éloigner. La voiture redémarre, les pneus grincent un peu. Je reprends petit à petit ma respiration. Et la colère monte plus que jamais. Oh, je vais la jouer différemment. Appelez ça ego, instinct de survie, comme vous voudrez. Ils ont réveillé quelque chose, faut pas m'emmerder. Et là, ils y sont allés un peu trop fort. Il y a un carton que je n'ai pas encore déballé chez moi, avec des antiquités, et le revolver de mon grand-père. Une merveille. Je crois qu'il est temps d'ouvrir ce carton.
Partie 3. Le shérif. Je suis dans ma chambre. Le vent léger fait danser le rideau devant la fenêtre ouverte. La lumière de la lune vient éclairer un peu les quelques cartons que je n'ai pas ouverts. Je pose un regard vide sur la pièce. Je sais que ce que je m'apprête à faire peut très mal tourner. Mais je sais que je ne vais pas faire marche arrière. Certains peuvent vivre dans le mensonge, le porter jusqu'à ce que ce mensonge les ronge de l'intérieur, qu'il prenne la forme d'un cancer ou d'un immense remords. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne le dis pas pour pavaner, mais parce que j'imagine qu'on me dira inconscient, chercheur d'ennui. Je me lève, fais un pas en avant, et là, le carton bouge, seul. Je me fige. J'ai commencé ce récit par l'impression d'une présence dans la chambre, mais j'avais conclu à une hallucination. Et cette fois, je me sens en forme. Le carton bouge un peu, puis d'un coup, il va buter contre le radiateur. Je n'ose pas bouger. La boîte en carton tremble un peu, mon cœur s'emballe, je ne le quitte pas des yeux. La boîte longe le radiateur, puis le mur, s'immobilise. Je me tourne vers elle, puis le temps semble se figer. Je ne pense plus, et pourtant je suis en pleine possession de ma conscience. Et là, d'un coup à nouveau, le carton glisse le long du sol et vient buter contre mes pieds. Je manque de tourner de l'œil, mais je reste debout. Oh, les minutes s'écoulent. Je transpire, mais je n'ose pas essuyer les gouttes sur le haut de mon crâne. Je reste encore un long moment, puis quand je constate que le poltergeist a pris fin, je m'assois lentement sur le bord du lit. Je pose même une main sur mon cœur pour l'aider à reprendre ses esprits, si je puis dire. Est-ce que l'esprit de Thomas Elport me parlait? Est-ce qu'il me disait d'ouvrir le carton? La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai bien vu cette boîte en carton se déplacer sous mes yeux. J'allume ma petite lampe de chevet. Tout est silencieux, si ce n'est la marche pénible d'un train au loin. J'ouvre le petit tiroir de la commode pour y prendre le couteau pointu qui m'a servi à ouvrir les autres cartons. J'espère que le poltergeist ne fera pas danser ce couteau pendant mon sommeil. Je tressaille à cette idée. Un frisson me parcourt l'échine. Je le pose sur le scotch marron, puis suis la fente et l'ouvre. Là, des cadres de déco, du journal, pour protéger et amortir. Je retire une pile de comics, des Strange Collector, et, dessous, une boîte en bois apparaît. On y voit un Indien brandir une hache sur son cheval en furie. Il va à la guerre ou à la chasse. J'y vois une métaphore. Moi aussi, je pars chasser. Je prends la boîte un peu poussiéreuse, la dépose sur mes genoux. Je relève le petit loquet et l'ouvre. Un revolver apparaît. Un vieux modèle, mais en parfait état. Il y a des cartouches sur le côté. Je prends l'arme, ça pèse lourd. Son poids me surprend et me rassure aussi. Comme pour me dire que c'est du sérieux. J'ouvre le barillet, regarde dedans. La lumière jaune de la lampe se mêle aux rayons de la lune. Et des pensées reviennent au galop, après avoir été complètement mises en suspens devant le phénomène paranormal. Plutôt que de maudire les ténèbres, a dit un sage, allumez une chandelle. Je mets une première cartouche, puis une autre, je mets les 6. La voilà, ma chandelle. Je n'ai aucun mal à trouver le shérif, pour la simple raison que les types comme lui ne se cachent pas. Du moins, pas quand ils se sentent tout-puissants. Je suis là, derrière le buisson de son jardin. Je n'ai eu qu'à attendre la fin de sa journée de travail, le suivre en voiture jusqu'à chez lui. Il dîne avec sa femme et son gosse. Je le vois par la fenêtre de la cuisine. J'attends, me demande s'il faut que j'aille interrompre le dîner.
Mais la chance me sourit. Il prend une bière dans le frigo, sa femme l'embrasse et commence à faire la vaisselle à la main. Son gosse monte à l'étage. Le shérif disparaît de ma vue pour réapparaître sur le perron, un gros sac poubelle à la main. Il sort les poubelles. Je saisis ma chance. Je le regarde s'éloigner dans la rue. Il fait nuit. Les lampadaires éclairent assez bien, mais personne dans la rue. Je sors de ma planque. Je presse le pas. Me voilà à 5 mètres derrière lui. Il entend mes pas, se retourne, fronce les sourcils, me reconnaît presque aussitôt. Il va pour dire quelque chose, mais je sors mon revolver de ma poche, l'appuie contre ma hanche et le pointe sur lui. Jetez la poubelle comme si de rien n'était, shérif. Allez ensuite vers la Ford bleue, de l'autre côté de la rue là-bas. Je fais un geste de la tête pour désigner ma voiture. Il regarde dans cette direction, puis me regarde à nouveau. « Vous faites une grosse connerie, » dit-il. « Rangez votre arme et rentrez chez vous. La ferme, on part en balade. » « Calmez-vous, monsieur Dew. Vous n'allez pas tirer sur un flic en plein quartier résidentiel. » Je m'attendais à ça. Je m'approche lentement. Puis d'un geste brusque, je lui envoie la crosse du revolver dans le nez et un autre coup dans le haut du crâne. Il pose une main sur son nez qui pisse le sang. Pose un genou à terre. Maintenant, il sait que je suis à cran, que c'est pas des blagues. Il y a une chose que je n'ai pas dite explicitement. Eh bien, j'ai fait une grave dépression. J'ai fait des insomnies chroniques, des crises de toc. Ma psychiatre de l'époque m'a un jour dit cette phrase culte. « Vous n'êtes pas un mauvais garçon, Dew. Mais vous avez une colère en vous, et cette colère doit être maîtrisée. Sinon vous finirez par tuer quelqu'un. » Je me rappelle encore le ton qu'elle avait employé et son regard. Tuer quelqu'un ? Ah, j'avais ricané, avant de lui demander si elle plaisantait. Elle m'avait juste regardé droit dans les yeux, le plus sérieusement du monde. Ah, j'ai toujours eu peur de ma propre colère depuis. Je crois que j'ai trop détesté mon père dans ma jeunesse et que cette colère, tassée dans le fond de la poitrine, a fait de moi quelqu'un de potentiellement dangereux, selon elle. Heureusement, je ne bois pas vraiment, et je ne fréquente pas de mauvais gens. Mais je ne m'attendais pas qu'une affaire puisse me mettre dans un tel état. « Relevez-vous, shérif. Jetez la poubelle. En route. » Il se relève, la main droite sur son nez. Il prend la poubelle de la gauche. Je le pousse dans le dos pour le presser. Il ouvre la benne, y jette le sac qui empeste déjà les crevettes. On traverse la route. Je vois des phares au bout de la rue. Une voiture qui vient de tourner à l'angle. Je me mets juste derrière lui, le canon dans son dos. Grouillez-vous, je déconne pas. Je le suis jusqu'au côté conducteur. J'ouvre la porte à la va-vite et pose ma main sur sa tête comme il l'avait fait pour m'emmener au commissariat le soir de mon expédition nocturne à l'hôpital. La voiture passe à notre niveau. Je lève mon autre main en guise de salut pour faire diversion. La vieille dame ne me renvoie pas la politesse, elle détourne la tête et ne semble pas voir le shérif au volant. Je referme la porte, passe côté passager. Je suis dans la voiture, je mets la clé dans le contact, le canon de mon arme dans la grosse oreille du shérif. Les mains sur le volant, on y va. Son nez pisse le sang. De grosses gouttes tombent sur sa chemisette blanche et son pantalon beige. Je sens qu'il a envie de demander où est-ce qu'on va. De l'autre main, j'active discrètement le dictaphone de mon téléphone. J'enregistre tout. Et je peux facilement reproduire ce dont nous avons parlé. Il regarde droit devant lui, il démarre le moteur. Au moindre faux pas, que je lui dis, je nous envoie tous les deux dans le décor. Il sort de la place de stationnement et s'avance lentement sur la route. On passe devant chez lui. Sa femme est toujours en train de laver la vaisselle. Elle ne nous voit pas. Il jette un regard furtif vers sa femme.
Je suis tellement plein de colère que je ne ressens aucune empathie. Je crois qu'il sait que je suis sérieux. En fait, j'espère que mon petit numéro lui fait peur. Un mec instable fait en général assez peur. Pourquoi vous avez retiré les portes, shérif? Pourquoi vous avez fait sauter les portes de l'orgon à l'hôpital? Un silence s'installe. Je sais qu'il va finir par cracher le morceau. Pourquoi vous mettez votre nez dans cette affaire? Dit-il. Vous réveillez ce qui est enterré. Vous auriez dû faire votre vie bien tranquillement. Je presse un peu plus mon revolver sur sa tempe cette fois. J'avoue être bouffi d'adrénaline et d'un certain plaisir pervers. Crachez le morceau et montrez-moi ce que vous avez fait du corps. Il roule en silence. On atteint un polygone, un faubourg, puis on sort de la ville. Je ne le quitte pas des yeux, et j'oublie même qu'on pourrait nous voir. La police, dit-il soudain. La ferme. La police, je vous dis. Je regarde furtivement par le pare-brise. Il y a effectivement une voiture sur le côté au loin. Ils ont arrêté un type, sans doute pour excès de vitesse. Je pose mon arme sur sa panse. On passe devant eux. Le policier ne prête pas attention à nous. Parlez, que je dis en mettant mon arme entre ses jambes. Je regarde dans le rétroviseur central. Parlez. Nouveau silence. Et puis, tandis que nous sortons de la ville et que déjà la forêt s'étend de part et d'autre de la route, il dit « Vous avez des enfants, monsieur Dew. Si vous aviez des enfants, vous comprendriez. Venez en fait. Ce soir-là, mon fils Cameron et ses amis, ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Je suis allé avec mon assistant sur les lieux. On n'a pas trouvé Thomas Elport, mais l'une des pièces était fermée. J'ai trouvé ça louche. On a dû utiliser un pied de biche pour l'ouvrir. Et il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre. Il se tait à nouveau. Nous sommes seuls sur la route. Il roule à une allure modérée. Il n'accélère pas, ne freine pas. On suit les courbes légères de la route, envoûtantes. Elle paraît vous absorber. On s'enfonce dans la nuit. Comprendre quoi? Que le gosse a essayé de se sortir de là. Il y a un conduit étroit dans cette cellule, pour l'aération. C'était mal foutu. Moi, je me suis baissé, le couvercle était retiré. J'ai envoyé la lumière de ma lampe torche à l'intérieur. On ne voyait rien que le virage que prenait le conduit et le bout d'une semelle. Rien que d'y penser, j'ai la nausée. Il marque une pause. Vous êtes claustrophobe, monsieur Dew? Ça dépend. Comme la majorité, je suppose. Continuez. Avec mon assistant, ça nous a pris un bon bout de temps de le sortir. On a utilisé une corde à grappin. On a galéré, vous n'avez pas idée. Le gosse a essayé de sortir par le conduit. Quelle connerie. Il est resté coincé. Le torse comprimé. Il a suffoqué lentement. Incapable d'appeler à l'aide. Bloqué à l'entrée d'un puits d'aération. Vous parlez d'une mort horrible. Je sens l'empathie poindre derrière la colère. Le shérif paraît sincère dans sa déclaration. Cette nuit doit encore le hanter. Laissez-moi deviner, que je dis pour me maintenir concentré et l'aider un peu. Vous avez couvert votre fils, c'est ça? Pour ça que vous avez fait retirer toutes les portes. Vous avez voulu nous faire croire à une disparition. Il ne répond pas. On roule encore une bonne heure, en silence cette fois. Impossible de lui arracher un mot de plus. Puis il freine, prend un virage et s'engage sur une route de terre. Je me cramponne un peu à mon siège. Vous me demandez si j'ai des gosses. Vous avez pensé aux parents du jeune Thomas? Vous avez pensé à eux cette nuit-là? Le shérif n'ajoute rien. Son nez saigne encore un peu. Il a le regard absorbé par la route de terre. On roule encore 20 bonnes minutes comme ça,
J'imagine que cette nuit-là, il a dû rouler le regard vide, le plus loin possible, pour finalement se dire qu'il fallait trouver un endroit où se débarrasser du corps. Il se gare, peu après, sur le bas-côté, non loin d'un embranchement. Il baisse la tête, puis éteint le moteur. J'ouvre la boîte à gants et je sors 2 grosses lampes torches achetées un peu plus tôt. J'en jette une sur ses genoux. On y va, shérif. Je prends une petite pelle à l'arrière de la voiture. Je me garde bien de le lui donner. Manquerait plus qu'il m'assène un coup, et me voilà enterré non loin d'ici. Adieu, Michael Dew, l'imbécile qui se prenait pour un enquêteur. Mais vous vous doutez que si j'écris ces lignes, c'est que j'ai survécu. Il ouvre la porte, allume sa lampe torche et ouvre la marche. Il n'y a pas vraiment de sentier. Les conifères sont espacés les uns des autres. La lune envoie sa lumière sur des petites clairières, çà et là. J'ai un doute. Comment peut-il se repérer dans cette forêt, la nuit? Mais il marche sans hésiter, fait craquer les épines de sapin au sol. Quelques roches couvertes de lichens séchés ici et là. On marche ainsi longtemps. Enfin, je crois. Je perds la notion du temps. Je suis concentré. Je commence à avoir mal à la main tellement je serre fort mon revolver. Vaut mieux pour vous que ce corps soit là, que je dis soudain. Sinon cette forêt sera votre tombe. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'y vais un peu fort. Mais je me rappelle l'avoir dit avec conviction. J'avais vraiment de la haine dans tout le corps. Il marque une pause, pointe sa lampe vers la droite. Il voit une marque sur un tronc, blanche et rouge. Il va vers elle. On entend les insectes nocturnes. Un oiseau envoie son cri au loin. Un petit vent serpente au sol entre les troncs. Nous atteignons une petite rivière. On la traverse. Je manque de glisser sur l'un des galets. Mais le contact de l'eau fraîche me fait du bien. J'en oublie presque pourquoi je suis là. Je me dis que les hommes sont les artisans de leur tragédie. La nature, aussi sauvage soit-elle, ne s'embarrasse pas. Elle est, tout simplement. C'est encore loin, shérif. Parlez. On n'est plus très loin. On marche en effet 10 minutes de plus, jusqu'à atteindre une très belle clairière. La lune l'éclaire abondamment. Il y a des herbes hautes. Il va jusqu'au centre en repoussant ces herbes, et là, au milieu, des coquelicots et des petites fleurs blanches qui poussent. Il s'arrête. Il semble intrigué. Peut-être par les fleurs, justement. C'est là que vous avez enterré le gosse? Il acquiesce de la tête. Je fais un pas en arrière et je lui lance la pelle. Je la lance à ses pieds. Creusez, déterrez le corps. N'essayez pas de jouer au con. Je tire au moindre geste suspect. Les types comme vous, j'ai jamais pu m'y faire. Allez, creusez. Il se penche. Je pointe sa tête avec le revolver. Je suis ses mouvements. Il prend la pelle, se met à genoux et commence à creuser, là où les fleurs sont les plus abondantes. La prochaine fois que j'irai en rando, je prêterai attention au parterre de fleurs sauvages. Peut-être qu'il faut creuser la terre en ces endroits, histoire de déterrer les corps des affaires classées. Je me demande si on est toujours dans sa juridiction. Peut-être que oui. Ça aurait été malin de sa part. Encore qu'un homme sous le joug de l'émotion peut commettre une erreur, même minime. Il creuse et un tas de terre sèche se forme sur le côté. Bientôt, je vois une paire de sneakers apparaître. Ça empeste. Une odeur nauséabonde gagne l'air. Je mets mon nez dans mon t-shirt. Il fait de même. Je vois des lambeaux de tissu décolorés, collés à une forme brunâtre. Le corps est là, en position fétale, les bras recroquevillés contre la poitrine. Oh, je pense déjà à l'identification qu'il faudra faire, via les vêtements, la dentition, voire l'ADN osseux.
L'odeur est sans doute moins forte qu'un corps en décomposition récente, mais elle est très désagréable. Un mélange de moisissure, de graisse rance, de terre pourrie. La décomposition est lente, même 2 ans après une disparition. Le gosse est toujours en train de pourrir. C'est difficile à décrire, mais c'est le genre d'odeur que vous n'oubliez jamais. La peau, là où il en reste, prend une teinte gris-brun, collée à l'os. Le visage est méconnaissable, les tissus mous ont disparu. Il ne subsiste qu'un crâne couvert par endroits de résidus momifiés. Un œil semble encore présent, mais flasque, vidé, comme un raisin sec. Et la bouche entr'ouverte laisse voir quelques dents jaunies mais intactes. Une partie du cuir chevelu tient encore, fixée par des filaments secs, et quelques mèches de cheveux collées de terre pendent comme des racines mortes. J'observe ce spectacle macabre. L'odeur est âcre, un peu sucrée, elle donne la nausée. Ce n'est pas la puanteur vive d'un cadavre frais, mais une odeur stagnante de champignons, d'ammoniac, de terre contaminée. Elle s'incruste dans les vêtements, s'accroche à la gorge. Des insectes, pas des mouches, des coléoptères, nécrophages, et des vers de terre qui rampent dans les replis du tissu. Le sol lui-même semble malade, comme si quelque chose l'avait souillé pour de bon. Pourtant, on met bien les gens en terre, depuis des milliers, des milliers et des milliers d'années. Vous êtes content, dit le shérif, qui a le teint blême et l'envie de vomir. J'en peux plus, ça empeste. Il s'éloigne un peu, la pelle entre les mains. J'ai un moment d'absence. Je m'approche pour mieux voir le corps encore. J'essaie de reconnaître le gosse, je ne sais pas pourquoi. Le gosse que j'ai vu en photo sur Internet. Je vais pour dire quelque chose, quand le shérif m'envoie une pelletée de terre pourrie au visage. Je recule, tire à l'aveugle. J'ai de la terre plein les yeux, le nez et la bouche. Une terre cadavérique. Je m'essuie à la va-vite, je tire un autre coup en direction des bois. Il a lâché la pelle et il a pris la fuite. Un buisson a bougé sur son passage. Je le prends en chasse, mais j'ai les yeux terreux et pleins de larmes. Je vois à peine. Il a lâché la lampe torche en chemin. Je crois voir bouger au loin, mais je le perds rapidement. Je perds sa trace. Il fait trop noir. Même avec la lune, et même si la forêt n'est pas super dense par ici, il y a trop d'arbres, et j'ai du mal à reprendre ma vue. Je me rappelle avoir poussé un cri de rage puissant, puis avoir tiré un coup de feu en l'air. Après quoi, je suis revenu près du corps. Je prends mon smartphone, je stoppe l'enregistrement. J'ai tout enregistré. J'ai un peu de signal, heureusement. J'appelle la police. Pas la police de ma ville, mais du comté voisin. J'ai un accès de paranoïa que les flics que j'appelle soient de mèche. Mais la suite me sourit. Le shérif en question ne peut justement pas blairer l'autre shérif, celui que je traque. J'attends leur arrivée. Je leur dis de prendre la route de terre jusqu'à ma voiture stationnée. Je leur envoie les coordonnées GPS. Je vais m'asseoir sur une pierre un peu plus loin. Je protège le corps. Mais l'odeur m'étourdit un peu. Heureusement, le vent charrie l'odeur dans la direction opposée. J'attends. J'attends. Et puis, je vois des lumières filtrer à travers les arbres. J'entends qu'il y a un chien avec eux. Il aboie. Ils ont l'air d'être beaucoup. Je me lève, allume ma lampe torche et dis « Ici! Je suis ici !» Ils arrivent. Ils s'arrêtent presque à l'entrée de la clairière comme s'il s'agissait d'un sanctuaire. Le chien, c'est un berger allemand. Pas facile de le tenir en laisse. Mais il comprend qu'il a fait son job et se met sur ses pattes arrière. 2 hommes vont jusqu'à moi. « Michael Dew ?»« C'est moi, oui. » Il pointe la lampe torche vers le corps. S'ensuit un long interrogatoire. On fait venir les scientifiques. On emmène le corps dès que possible.
Mais moi, je reste sur les lieux. Je leur transfère l'enregistrement sur mon téléphone. J'ai aussi fait une copie sur mon drive. Je suis harassé, un peu parano. Je leur dis que le shérif a pris la fuite. Il lance un avis de recherche pour le fugitif et des policiers partent sur ses traces avec des chiens. Mais le shérif a une belle avance. En un sens, je veux qu'il le rattrape. Et d'un autre côté, j'ai envie de me le faire. L'un des agents me dit « Ce revolver, monsieur Dew, vous avez un permis ?» Je le regarde droit dans les yeux. Il comprend. Il me demande de lui remettre immédiatement l'arme, mais il ne me place pas en garde à vue. En fait, il pourrait m'accuser de port illégal d'armes à feu. Et aux États-Unis, la législation varie selon les États. Mais par chez nous, le port dissimulé ou visible d'une arme sans permis est un délit, voire un crime. Si l'arme n'est pas enregistrée, ou située sur une scène sensible, comme celle d'un corps découvert, cela aggrave la situation. Le policier consigne l'arme comme preuve. Il la met dans un sachet en plastique. Il vérifiera mon casier judiciaire, transmettra le dossier au procureur pour des poursuites peut-être. Mais ce n'est pas le cœur de cette histoire. Parfois, tu fais juste ce qui te semble juste. Et tu fais fi de la loi. Au petit matin, il y a du monde dans la clairière. En fait, il y a plus de monde qu'à la fête du village. Je redoute de voir débarquer les parents. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Mais ils ne seront prévenus que quand le gosse aura été examiné. On ne leur montrera pas le résultat, même s'ils insistent. « Tenez, voici votre gamin. Oh, c'est pas Halloween, c'est vraiment sa gueule maintenant. Vous voulez lui dire au revoir ? Bien sûr que non. Trop cru, trop traumatisant et juridiquement inutile. » Le corps est transporté assez vite au laboratoire médico-légal. Il y sera photographié pour les preuves, mais ces images seront réservées à l'enquête. Les proches recevront bientôt une confirmation officielle. J'ai la rage. Je veux tellement mettre la main sur le shérif. Je peux enfin rentrer chez moi. Je pense aux parents. Je me demande si je dois les contacter. Oh, peut-être qu'ils le feront eux-mêmes. J'ai dit à la police qu'ils pouvaient donner mon contact. Je suis là, dans mon lit. Demain, j'ai rendez-vous chez les flics, à cause du revolver de mon grand-père. Je commence à piquer du nez. Quand j'entends une vitre se briser à l'étage du bas, je sursaute. Je vais vers la batte de baseball que j'ai accrochée au mur. Je la saisis. J'attends. Je pense d'abord à des cambrioleurs, mais je sens bientôt que ça crame. Une fumée monte par les escaliers. Ma maison brûle. Je vais dans l'escalier et les flammes condamnent déjà l'entrée. Je vais vers la fenêtre, l'ouvre complètement et enjambe. Me voilà sur le toit. J'entends des pneus, les pneus d'une voiture, dans la rue. Rob sort de chez lui. « Au feu !» qu'il crie. « Au feu !» Il rentre, sans doute pour prévenir les pompiers. Moi, je cherche du regard un échappatoire. La gouttière n'est pas assez robuste. Faut que je saute. Je jette la batte de baseball dans l'herbe. Bon sang, c'est haut. Pas d'arbre adjacent pour se cramponner. Je me retourne. Le feu prend déjà dans le couloir. Il vient lécher l'encadrure de la chambre. Ah, les enfoirés. Je prends une grande inspiration. Et je saute dans mon jardin. Dès que je touche le sol, je me mets en boule et roule dans l'herbe. Je reste quelques secondes étendu dans l'herbe. J'émets un petit râle de douleur. Je crois que je m'y suis pas trop mal pris. Je devrais peut-être me mettre au parcours. J'ai du potentiel. Je me relève doucement. J'ai une petite entorse, mais les genoux encore en place. Je recule. Un jet de flamme vient éventrer les carreaux de la porte, celle qui donne sur le jardin. Je n'ai pas eu le temps de prendre des affaires. J'avais encore des cartons à déballer. Rob me dit quelque chose, mais je n'entends pas vraiment. « Dieu soit loué !» je crois entendre. Je pose un regard sur la batte de baseball au sol.
Pas besoin de permis pour ça. C'est tout ce qu'il me reste. Les pompiers arrivent. Ils ne réussissent qu'à éteindre le brasier. Le feu a commencé à embraser la clôture. Heureusement, la maison de Rob n'a pas été touchée. J'emménage chez le vieux Rob pour quelques jours. Et dès le lendemain, je commence à recevoir de la visite. Des gens qui me font part de leur soutien. La ville se divise en deux, enfin. Ceux qui ont toujours peur, bien sûr, mais aussi ceux qui veulent me soutenir ou m'aider. Le garde de nuit, le vieux Hoffin, nous rend visite. On prend une bière chez Rob, qui m'aide avec l'assurance et d'autres choses. J'ai du mal à reproduire cette partie du récit parce que j'ai la tête comme dans un rêve. J'ai envie de pleurer, mais l'émotion ne vient pas encore. Ma maison est partie en fumée. Je sais que c'est des gars proches du shérif. Qui d'autre? Le vieux Hoffin est un drôle de type. Il me raconte l'histoire d'un homme monstre, qui logeait dans les tunnels. Ouais, je ne le prends pas au sérieux, mais ça me fout un peu le bourdon. En fait, j'avais pas vraiment besoin de ça à ce moment-là. Mais c'est un vieux monsieur. Devinez qui est venu peu après. Marie, la serveuse de chez Wooster. Elle revient vers moi. Je le prends un peu mal, mais j'accepte ses excuses. Faut pas être rancunier, les gars. Elle me propose gentiment de dormir chez elle. C'est sa façon à elle de rattraper le coup. Je dors chez elle de temps à autre pour pas envahir Rob. Une nuit, après qu'on ait fait l'amour, Marie me donne une piste. Le shérif aurait un ami garde forestier. Je lui demande « Pourquoi tu ne l'as pas dit à la police ?» Et elle me répond qu'elle veut pas d'ennui. Elle est encore méfiante. Moi, je veux en faire part à la police, je pèse le pour et le contre, mais je finis par garder l'info pour moi. La roulotte des gardes forestiers se trouve dans une partie reculée du parc. Le genre de caravane suréquipée, surtout pour l'hiver, qui peut être rude par ici. Oh, j'ai eu du mal à la trouver, malgré ma carte et ma boussole. Mais je suis là, tapi derrière un fourré. Cette fois, je vais pas le rater. Je pose mon sac à dos à mes côtés et je décroche la batte de baseball. Déjà, le dilemme monte en moi. Le livrer à la police, qui ne l'a pas retrouvé le soir de la traque, ou le tuer. Je le vois sortir un plat de saucisses entre les mains. Il va vers le petit barbecue. Ça me sort de mes rêveries. Je jette un œil ici et là. Il a l'air seul. Alors je sors de ma cachette. Il ne m'entend pas venir à cause de la viande qui cuit sur le grill. Je pose ma batte lentement sur son épaule, au creux du cou. Il sursaute. « Michael Dew », qu'il dit. Mais il n'ajoute rien. « Retournez-vous. » Il obéit, lentement. Les saucisses commencent à cramer. Une fumée noire monte. J'en ai rien à faire. Je me dis que je pourrais lui mettre la joue sur le grill. Un porc pour un autre. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Me réduire en bouillie avec votre batte? L'incendie, c'était pas moi. Vous avez mis du monde en colère par chez nous. La ferme, shérif. Vous, un autre, quelle importance? J'ai encore moins à perdre maintenant. On reste un moment comme ça. L'odeur de la saucisse carbonisée commence à nous incommoder. À croire qu'une odeur gênante se met toujours entre lui et moi. Mais je n'ai pas le temps de prendre ma décision, qu'une voix m'interpelle. « Reculez! Lentement !» Je fronce les sourcils. Je ne connais pas cette voix. Mais c'est celle d'un ado. Je fais un pas de côté, prends mes distances, lentement. Je me retourne peu à peu pour voir. Là, Cameron, le fils du shérif. Il me prend en joue avec sa carabine.
Tire-lui dessus, dit soudain le shérif. Tire, fiston, tire. Oh, je quitte pas le gamin des yeux. Le shérif ose pas bouger à cause de la batte que j'ai toujours dans les mains et que le gamin va sans doute m'ordonner de déposer sur le sol. Mais il n'en fait rien. Je l'observe. Je crois déceler de l'hésitation. Oui, il réfléchit. Tire, que je te dis. Le fils me pointe toujours avec sa carabine, mais sans conviction. Il a le regard ailleurs. Et puis, petit à petit, il pointe son arme sur son père. Qu'est-ce que tu fous, Cameron? Mais le gosse tient bon. Je vois dans ses yeux des larmes. Il est de nouveau concentré, sûr de lui. Ça y est, j'ai compris. Il s'en veut. Il est en train de m'aider à arrêter son père. Je m'approche du shérif, la batte bien en main. Le gosse ne bouge pas. À genoux, que je dis, les mains en l'air. Le shérif obéit, sans quitter son fils des yeux. Il y a une canne à pêche, adossée à la roulotte. Je vais vers elle, prends le fil de pêche dans la boîte ouverte, à côté des hameçons. Je pose ma batte, vais prestement vers le shérif et le menotte aussi fort que je peux. Je lui entaille presque la peau tellement je serre. Je fais de même avec ses pieds, et je mets un ruban trouvé là, dans sa bouche. Cameron, lui, pleure à grosses larmes. Il ne peut plus porter son secret. La police débarque. Il fait sa déclaration. Oh, ils ne m'ont pas en odeur de sainteté, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Un mot sur Cameron, et les faits sont graves. Il a enfermé un autre adolescent, en connaissance de cause, et il a fui. Il n'a rien dit pendant 2 ans, même si c'est son père, le shérif, qui l'a manipulé, couvert, peut-être même menacé. Il a laissé quelqu'un mourir. Reconnu coupable d'homicide involontaire et de séquestration, il risque 8 à 12 ans. Mais le procureur, peut-être poussé par la pression médiatique et la volonté de faire tomber le shérif, accepte un accord. Cameron avoue tout. Il témoigne contre son père, livre des détails, les lieux, les preuves. Et le juge le condamne à 4 ans dans un centre fermé pour mineurs, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 2, s'il suit une thérapie et fait preuve de bonne conduite. Il lui est interdit tout contact avec la famille de la victime. Il est placé sous surveillance psychologique. En fait, la véritable peine pour Cameron, c'est qu'il doit vivre avec ce qu'il a fait. Ou plutôt avec ce qu'il n'a pas fait. Et puis il a dénoncé son père. Son propre père. Oh, il est sorti de l'enfance d'un coup. Quant au shérif, c'est une autre histoire. Détournement d'enquête criminelle, obstruction à la justice, complicité de séquestration, délit d'entrave à la découverte d'un cadavre, abus de pouvoir en tant qu'officier de police, falsification de rapport officiel, enterrement illégal d'un corps, intimidation des témoins. Il est jugé au tribunal fédéral après que l'affaire ait été classée crime fédéral en raison de la gravité des faits et de l'implication directe d'un représentant de l'État dans une dissimulation de meurtre. Résultat, reconnu coupable sur tous les chefs. Peine de 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle avant 18 ans. Radié à vie de toute fonction publique, perte du droit de vote et de port d'armes. Tous ces anciens dossiers en tant que shérif doivent être réexaminés à la recherche d'autres manipulations. Son pensionnement sera suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ses collègues, jadis loyaux, témoignent contre lui. Sa femme finira sans doute par demander le divorce. Et Cameron, son fils, refusera peut-être de lui parler en prison. Le shérif sera sous surveillance, en isolement, en raison de menaces reçues de la part d'autres détenus. À l'audience finale à laquelle j'ai pu assister, le shérif n'a montré ni remords ni colère, juste ce vide dans les yeux des hommes qui n'ont plus rien à défendre.
J'ai emménagé chez Marie. Il y a un peu d'appréhension et de rancœur de ma part, mais devinez quoi? J'ai commencé une thérapie. Pour gérer la colère, pour parler de Thomas Elport. Oh, même si je crois que ce genre de thérapie, ça puisse pas vraiment vous guérir. La seule guérison, c'est quand je cesse de penser. Et c'est tout un art de faire ça. Ce jour-là, on prend le petit déjeuner dans sa cuisine. Elle m'apporte une lettre qui m'est destinée. Je trouve ça très étrange. Mais ça vient des parents Elport. J'ouvre la lettre avec un couteau soigneusement. Je déplie la lettre et je lis ces mots. Cher Monsieur Dew, les mots sont bien maigres et ne viennent pas aisément. Nous ne savons pas comment vous remercier. Vous nous avez rendu Tom. Votre courage est admirable. Vous trouverez ci-dessous les informations pour l'enterrement de notre fils. Et si un jour l'envie vous prend, rendez-nous visite. Élise fait une admirable limonade. Bien à vous. Élise et John Elport. Des larmes voilent mes yeux. Je serre la mâchoire. Marie me regarde sans oser s'approcher, un café dans les mains. Puis je craque et pleure toutes les larmes de mon corps. Je n'avais pas pleuré comme ça depuis des années. Marie se décide à m'enlacer. Je crois que je vais prendre quelques congés. J'irai à l'enterrement. J'irai boire une limonade chez les Elport. Puis je taillerai la route. Une dernière chose avant de raccrocher. Ce n'est que plus tard que j'ai remarqué ce simple mot en bas de la lettre dactylographiée des parents. Thanks. Écrit à la main, maladroitement, en majuscule, comme l'écriture d'un gosse. J'espère que cette histoire vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker la vidéo, la partager autour de vous. Merci d'avoir écouté. Bonne journée.